présenter un peu Je suis Marie Zigoni, coordinatrice de Bordeaux Ville Sans Sida, donc, qui est une association qui regroupe les professionnels qui travaillent sur la question du VIH et de la santé sexuelle, et qui fait partie de l'initiative, du mouvement des villes sans sida, qui a été créé par l'ONU, l'ONU SIDA, pour l'atteinte de 3 objectifs, qu'on appelle les 3,95. Donc 95% de personnes qui connaissent leur statut sérologique, 95% de personnes qui sont sous traitement et 95% de personnes qui ont une charge virale indétectable. Et notre rôle à nous, les villes sans sida, c'est de soutenir toutes les actions qui permettraient l'atteinte de ces objectifs. D'accord. Il y a combien d'associations qui font partie de ce collectif ? Internationalement, je ne pourrais pas vous dire, mais en France, on est une douzaine. Okay. Ouais. En fait, c'est les villes qui choisissent d'adhérer à la charte des villes sans sida. D'accord. Si vous pouviez nous décrire quelques actions que vous avez menées pour informer un peu les jeunes sur le VIH. Alors nous, comme on est une tête de réseau, en fait, on fait pas mal de campagnes de communication. Okay. Donc, notamment, on en a fait une sur la PrEP, une sur la lutte contre les sérophobies. On a créé aussi un livret, on a un collectif qui s'appelle le collectif Inclusion qui a créé un livret d'information sur la santé sexuelle qui est inclusif, alors qui est destiné aux jeunes mais pas que. Okay. Et voilà. Et après, du coup, nous, on vient en soutien aux actions autour de la journée mondiale de lutte contre le sida qui est le 1er décembre et aussi au SIDAction. Donc okay. Là, on est plus là pour accompagner les associations de terrain à la mise en place d'événements. D'accord. Est-ce que vous pourriez, tout d'abord, on aimerait remettre en contexte qu'est-ce que la différence entre le VIH et le sida, histoire de bien présenter aux jeunes une différence qu'on a du mal à voir. En fait, le VIH, donc, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est ce qu'on va contracter via soit un rapport sexuel à risque, soit des pratiques à risque. Et en fait, du coup, le virus va vivre dans le corps d'une personne sans forcément qu'il y ait de symptômes. Généralement, il y a des symptômes dans la première phase. Mais voilà, après, on peut vivre 10, 15 ans, 20 ans avec le VIH sans avoir aucun symptôme. Et le sida, en fait, du coup, c'est quand le virus devient la maladie. Donc le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc c'est là, en fait, où on a les CD4, donc en résumé, le système immunitaire qui devient défaillant et qu'on risque, du coup, le décès. D'accord. Alors, on s'est posé une question. Est-ce qu'il y a une différence sur les conséquences du VIH, que ce soit pour les hommes et pour les femmes ? C'est ça. Donc non, il n'y a pas de différence en termes de symptômes ni de mode de contamination. Alors après, c'est vrai que les femmes, il y a la question de la grossesse pour les femmes cisgenres. C'est vrai qu'au moment de l'accouchement, donc, si la personne n'est pas traitée, il y a un risque de transmission au nourrisson et pareil pour l'allaitement. Mais si la personne n'est pas traitée, si la personne est traitée, il n'y a pas de risque. Après... Dans les années 80-90, il pouvait y avoir en effet des différences de contamination, mais c'était du coup plus sociétal que lié à une différence biologique. Ok. Tu nous as parlé du sida et on aimerait un peu comprendre sous quelles circonstances le VIH devient mortel. Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Alors, en soi, le VIH, on peut vivre des années, quand je dis des années, ça peut être 10, 20 ans, sans qu'il se transforme en sida, sans qu'il ne devienne le sida. En fait, c'est une période d'incubation qui va varier d'une personne à l'autre. On ne peut pas dire ce qui fait que ça passe du VIH au sida. Mais en fait, c'est à partir du moment où on arrive dans le stade sida, donc là où le système immunitaire, en gros, devient trop faible, que là, on a un risque de décès. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, on découvre encore des personnes qui sont au stade sida et on arrive à les faire revenir au stade VIH via les antirétroviraux. Il ne faut pas qu'elles soient un stade trop avancé non plus, mais il y en a encore pas mal de découvertes qui se font au stade sida. Oui, comme les personnes n'ont pas de symptômes et ne sont pas forcément dépistées, elles le découvrent très très tardivement en étant parfois au stade sida. Et du coup... Mais effectivement, on découvre des personnes qui sont au stade sida et on arrive à les refaire basculer au stade VIH. Ok. J'aimerais savoir comment ça fonctionne en autotest. Oui, alors en fait, c'est un peu comme le test pour le diabète. En fait, on se fait une petite piqûre au bout du doigt avec une machine qui est prévue. Et après, on met une goutte de sang dans une solution.
Et ça fait apparaître un point si c'est un point de contrôle en fait, et 2 points si c'est positif. Voilà. Et c'est fiable À partir de 3 mois, c'est fiable je peux pas dire 100%, mais quasiment à 95%. Okay. On a remarqué que de nos jours, la population sexuellement active contracte beaucoup moins le VIH que dans les années 80-90. Est-ce qu'il y a une cause à ça? Oui, il y en a plusieurs. C'est que bon, déjà, le préservatif, c'est vraiment... L'utilisation du préservatif c'est grandement répandu depuis les années 90, ce qui n'était pas du tout systématique avant. Maintenant, là, je pense que la plupart des personnes ont cette conscience qu'en cas de nouveau partenaire, il faut utiliser un préservatif. Et c'est aussi parce qu'on a eu l'apparition de la PrEP et du TPE. Donc la PrEP, je ne pourrais pas vous ressortir l'acronyme, je ne le connais jamais, mais en fait, c'est un traitement qui permet qui se prend en amont d'un rapport à risque et qui permet de ne pas contracter le VIH, uniquement le VIH, ça ne fonctionne pas pour les autres IST. Alors il y a des différences, pour les femmes, il faut le prendre en continu, c'est un cachet à prendre en continu, pour les hommes, il peut être pris quelques heures avant le risque. Et le TPE, c'est dans les cas où il y a eu... alors, soit un oubli de PrEP, soit un accident de préservatif, soit un partage avec seringue, etc. C'est un traitement qu'on peut trouver uniquement dans les urgences ou dans les CEGID, les urgences des hôpitaux, et qui permet, lorsqu'on a eu une prise de risque, de ne pas contracter le VIH. Donc, c'est un traitement à prendre pendant 1 mois. C'est des antirétroviraux, en fait. Et voilà, donc qu'il faut prendre au maximum dans les 48 heures après la prise de risque. D'accord, il faut être conscient rapidement. Oui, c'est ça, oui. Okay. Et là aussi, pareil, c'est que pour le VIH, ça ne fonctionne pas pour les autres IST. Ok. Du coup, comme tu nous as expliqué, la médecine avance beaucoup sur cet aspect-là, sur ce virus. Est-ce que tu penses que tu peux spéculer un peu comment ça va avancer dans les années qui suivent, un vaccin possible? À l'heure actuelle, il y a des tests de vaccins qui ratent tous. Alors pour le coup, je ne suis pas infectiologue, donc je ne vais pas parler à leur place, mais pour en avoir parlé avec certains et certaines d'entre eux, le vaccin, ce n'est pas pour tout de suite. D'accord. Dans tous les cas. Okay. Donc on arrive à contrôler la maladie, ce qui est déjà énorme. Mm-hmm. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas la technologie suffisante pour avoir un vaccin contre le VIH aujourd'hui. Contrairement aux hépatites, à l'hépatite B en tout cas, pour lesquelles il y a un vaccin. Mais ça a quand même énormément avancé. Ah oui, non, mais clairement, même le traitement est beaucoup moins contraignant qu'auparavant. Dans les années 80-90, c'était des dizaines de cachets à prendre tous les jours. Maintenant, je crois que c'est un comprimé 4 jours par semaine. D'accord. Et ils ont même, je crois, développé maintenant un traitement par injection tous les 2-3 mois. Donc, qui est encore un peu en phase expérimentale, mais donc quand même, on est sur une qualité de vie qui n'est absolument pas comparable à celle des années 80-90. Enfin, même les arrivées de traitement, je crois que c'était 96. Donc avant, il n'y avait même pas de traitement. Donc, on a quand même vraiment grandement avancé d'un point de vue médical, en tout cas. Donc, on parlait un peu des femmes enceintes qui sont quand même capables d'accoucher d'un enfant. Et tu nous expliquais qu'il faut vite traiter l'enfant il faut que la mère la femme en tout cas, soit sous traitement. En fait. Il faut qu'elle soit déjà indétectable pour pas qu'il y ait de risque pour le fœtus et pour le nourrisson. Voilà. Sinon on peut mettre les nourrissons sous traitement, mais bon, du coup, ça a quand même un impact sur la qualité de vie et sur la survie des nourrissons. Donc il faut en fait pour pas qu'il y ait de risque, il faut que la personne soit indétectable dès la grossesse, et sinon le risque c'est d'avoir un bébé qui naît avec le VIH. Oui, il n'y a pas d'autre moyen de contrôler l'hérédité une fois que l'enfant est né que C'est une sacrée prise de risque, quoi. D'accord. C'est quand même si on n'est pas sous traitement, c'est quand même une prise de risque énorme, quoi. Et du coup l'enfant a les mêmes symptômes en fait, un enfant qui naît d'une mère qui n'est pas sous traitement risque de naître avec le VIH, en fait, tout simplement, directement. Okay. Et du coup, devrait être sous traitement dès sa naissance. D'accord. Voilà. Et donc, il peut contracter le sida beaucoup plus rapidement. Ah bah oui, s'il n'est pas traité, de toute façon. Bon, généralement, on le sait, hein, mais dans ces cas-là, oui, c'est les mêmes risques pour les adultes. Hein. D'accord. Est-ce que vous pensez
que la population, surtout les jeunes, sont assez informés sur le VIH? Oh, je pense pas, non. Parce que, alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais on a vu une étude il y a pas longtemps où des jeunes disaient qu'on pouvait se protéger du VIH en prenant la pilule du lendemain ou en prenant du Doliprane. C'est totalement faux. Le seul moyen de se protéger du VIH, c'est via le préservatif ou la PrEP. Et donc, je pense qu'il y a, en fait, il y a eu un grand boom sur le VIH dans les années 80-90, vu que les gens en mouraient. Maintenant, c'est beaucoup moins mis en lumière. Et les jeunes sont informés sur d'autres IST, j'ai l'impression pas mal sur les chlamydia, la syphilis, peut-être un peu les hépatites, et encore c'est assez niche comme sujet. Mais le VIH, beaucoup moins. Puis en plus, il y a un peu cette image, maintenant il y a des traitements, donc il y a moins de risques, mais en fait si, c'est quand même contraignant, ça veut dire que c'est quand même prendre un traitement à vie. Alors certes, on vit très bien, on vit comme une personne qui est séronégative, mais c'est quand même une contrainte, ça veut dire qu'il ne faut pas l'oublier. Quand on part en voyage, si on veut partir longtemps, il faut prévoir son traitement pour toute la durée de son voyage. Et puis surtout, la sérophobie existe. Enfin, voilà, il y a quand même une image sociétale du VIH qui est encore très très négative. C'est clair. La médecine a beaucoup avancé, la société beaucoup moins, donc c'est vivre aussi avec tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, on en a parlé dans notre groupe avant même de lancer le projet, et on s'est vraiment rendu compte qu'on était totalement désinformés sur le sujet et qu'on avait des a priori énorme sur une maladie qu'on connaît pas du tout au final. Bien sûr. Et même j'ai vu tout à l'heure, je me renseignais qu'il y a beaucoup de gens en France qui pensent que, enfin dans le monde même, qui pensent qu'on peut attraper le sida avec une piqûre de moustique. Oui, non. C'est totalement faux. Ou même en embrassant quelqu'un qui a le VIH, non, c'est totalement faux. C'est pas ces contacts-là qui transmettent le virus. Et justement, sur notre site, on a fait un petit article sur les mythes liés j'ai vu, au VIH. C'est très bien, Parce que c'est vrai que quand on regarde sur Internet, on voit vraiment tout et n'importe quoi sur ce que pense la population. Et puis, en tant que jeune, encore pire, parce qu'on n'a pas vécu tout ce boom du VIH. Donc, on a encore moins d'informations sur le sujet. Et même à l'école, quand on a des cours de je sais plus, en santé sexuelle, santé sexuelle, parle pas vraiment du VIH, c'est plus justement des autres MST ou IST. Et alors très très peu du sida, enfin du VIH, du sida en lui-même. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est contagieux, qu'on peut pas s'approcher des gens. Non, c'est transmissible, mais c'est pas contagieux. Ouais. C'est la nuance. Ouais. Mais c'est des préjugés qui existent encore extrêmement forts. Et de toute façon, si vous avez des témoignages de personnes qui vivent avec le VIH, vous en parleront bien mieux que moi sur même le moindre rendez-vous médical peut vite devenir compliqué en fait. Des préjugés. Ouais, ce qu'il nous a dit Rémi. Avec le dentiste, j'imagine. Oui, voilà. On aimerait bien savoir si vous pouvez nous donner des noms de structures où on peut se tourner à Bordeaux particulièrement, et après plus globalement en France, de grandes structures, mais Bordeaux... Pour les personnes vivant avec le VIH, ouais. À Bordeaux, ça va être le GAPS, du coup, GAPS, qui accueille du coup des personnes vivant avec le VIH depuis 86. D'accord. Donc ils ont vu l'étendue de l'épidémie, l'arrivée des traitements et aujourd'hui. Après, vous allez avoir sur Bordeaux le CASSIS, qui est un centre de planification qui du coup propose des consultations, des renseignements, etc. Ils interviennent aussi en milieu scolaire. Bien sûr, alors que ce soit à l'échelle bordelaise ou à l'échelle nationale, vous allez avoir le planning familial. Et après, dans les structures militantes, vous allez avoir AID, ACT UP, qui sont des structures très identifiées dans la lutte contre le VIH. Solidarité SIDA aussi. Le SIDA Action, bien sûr, qui est une association à part entière. Mais voilà. Après, bien sûr, si une personne découvre qu'elle vit avec le VIH, la première chose à faire, c'est de se tourner vers un hôpital. Généralement, de toute façon, quand elle aura les résultats, elle sera orientée par son médecin traitant vers un infectiologue ou une infectiologue qui est spécialiste de la question. D'accord. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots rassurants à partager aux jeunes qui pourraient se retrouver sur notre site et qui auraient besoin de mots rassurants Je leur dirais du coup qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y aura plein de personnes bienveillantes pour les accompagner, les aider à comprendre cette situation et qu'ils arriveront à avoir une vie aussi normale qu'une personne séronégative dès qu'ils seront sous traitement.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup.